Bon matin, Minders, Dockers. C'est mon tour de vous présenter. Ces albums sont des 10 sur 10. Et puis, en voyant la liste de Félix, je me suis dit, Chris, t'es bien allé obscur. Il me semble qu'il y en a une coupe à en enlever du chemin. Puis il m'a dit, ouais, mais on n'est pas obligé de faire les évidents. Mais moi, je vais en faire une coupe. Parce qu'ils sont trop importants pour moi. On va commencer avec Slayer! Ring in Blood. Vous allez dire c'est plate, mais s'il y en a encore qui ne connaissent pas ça, il faut en parler. Il faut en parler. Écoutez-moi, c'est parce que c'est vraiment mon introduction à la musique, disons, plus extrême, quote unquote. Le premier band de métal que j'ai écouté, c'est Metallica. Je les avais vus live quand j'avais à peu près 10 ans, en 96-17 à peu près. Techniquement, le premier band qui avait ouvert, c'était Corrosion and Conformity, que je vais voir au Milwaukee Death Fest en fin mai prochain. J'ai bien hâte parce que c'est ça, on va tailler la boucle, dans le fond, 26 ans plus tard. Mais bref, après avoir écouté Metallica, je suis tombé dans le métal. Et puis, quand que j'ai entendu la Slayer pour la première fois, j'ai eu peur. On était chez un de mes amis. Son grand frère, il écoutait ça. Il écoutait en boucle Slayer, Raining Blood, Sepultura, Roots, puis Fear Factory. Puis Sepultura puis Fear Factory, c'était correct, mais quand il mettait Slayer, là, je me disais « What the fuck is that? » Et puis finalement, j'ai acheté mon premier album de Slayer à peu près, pas longtemps après, j'avais peut-être 11 ans, puis c'était Undisputed Attitude, qui est comme, le pire album de Slayer, c'est le pire, c'est des covers de punk puis de hardcore. Puis j'étais pas prête pour ça, je connaissais rien là-dedans, puis j'ai pas accroché. Par la suite, j'ai appris à l'aimer, même si c'est clairement comme je dis, le moins bon des albums de Slayer. Mais c'est juste après, quelques années après, quand j'avais 13-14 ans, que j'ai acheté VHS Divine Intervention de Slayer. Puis là, il me semble que c'était appelé comme ça le show live. Puis là, il y avait plein, il y avait Raining Blood, puis ça a changé ma vie. J'ai fait « What the fuck is that? » Puis c'est là qu'après avoir découvert la tune Raining Blood, que je me suis procuré Rain in Blood, puis ça a changé ma vie. Angel of Death en partant. C'est là que j'ai appris à galoper à la guitare. C'est là que j'ai appris à aller chercher des notes plus obscures parce que, tu sais, dans le Big Four, t'avais Metallica qui essayait plein d'affaires. T'avais Megadeth qui est genre un moins bon Metallica. Ooh, that's dark. Mais avec plus de shredding. Puis une voix de marde. Puis t'avais Anthrax qui était comme plus le party band. Mais Slayer, c'était vraiment autre chose. Tu sais, eux autres, tu voyais, t'entendais clairement l'influence plus occulte, black metal. Aussi l'influence super rapide. Punk hardcore. Puis écoute, après ça, mon père m'avait ramené de Russie un CD data de tous les albums de Slayer. Puis là, c'est là que j'ai réalisé que c'était mon band préféré. Alors, Rain in Blood, c'est mon album de métal préféré de tous les temps. Ça serait aussi dans mon top 5 albums de tous les temps, tout genre confondu. C'est une demi-heure de feu. Je l'ai réécouté justement hier, juste avant de filmer ça. Puis calisse que c'est bon. Une tune après l'autre, les 10 tunes sont mémorables. C'est le genre d'album que tu peux mettre ou comme musicien, tu peux jouer d'un bout à l'autre, puis c'est tout le temps le fun, en tout cas. Peut-être qu'il y en a qui diraient non, mais il me semble c'est tellement du bon riffing, puis t'as même des breakdowns, t'as des bouts plus groovy, mais en général, c'est crissement vite comme album, puis c'est accessible parce que la voix de Tom Araya, c'est ça, c'est pas... évidemment, pour ceux qui ont de la misère à passer le growl, il n'y a pas de growl là-dedans, là, c'est juste du criage, si tu veux. Mais c'est ça, de track 1 à track 10, c'est que de la bombe. C'est dans les meilleures tunes écrites. C'est dans les meilleures tunes de métal écrites. Il n'y a pas un titre là-dedans qui est comme plus faible les autres, vraiment, pour moi. Je trouve que même dans les albums parfaits, je suis capable de dire qu'il y a des tracks qui sont un peu plus weak, mais là-dessus,
sont toutes bonnes, puis ça fait, c'est autant que j'ai délaissé Metallica, j'ai délaissé comme Megadeth, il y a bien des bands, j'ai délaissé parce que genre je me suis burn out, j'ai genre comme trop écouté. Mais on dirait que Slayer, ça m'arrive pas. Peu importe combien de fois je l'écoute, j'ai tout le temps, comme la première fois que je l'écoute, on dirait. Hier, je me suis claqué comme 4-5 albums, comme je fais pas mal à chaque jour, puis le dernier album que je me suis claqué, c'est Raining Blood. Puis tabarnak, on dirait, je me suis réveillé, c'était comme une tasse de quadruple expresso. Ça me pogne à un niveau viscéral, cet album-là. Donc, on commence avec ça. Écoute, c'est un album de 86. Je pense que je vais aller en ordre chronologique de parution pour mes 5 albums qui sont des 10 sur 10. Alors, c'est ça, le premier dans le temps, 86, Raining Blood, Slayer, une demi-heure incroyable en musique. Si vous ne le connaissez pas, claquez-vous cette demi-heure-là, s'il vous plaît. Ceux qui se disent qu'ils ne sont pas capables à Raya, claquez-vous là pareil. Parce que musicalement, c'est du génie. Et puis, autant qu'on a du fun à niaiser que les solos de Kerry King puis Jeff Hanneman, il y en a là-dedans du Slayer guitar fuckery, mais t'apprends à grandir avec. En tout cas, moi, ça me dérange pas sur cet album-là. Je trouve que ça fit. Puis, that's it, man. Slayer, imbattable. Et je les ai vus 3 fois. Je suis bien content. 2 fois entre 2000 et 2002. Puis une dernière fois qu'ils avaient ouvert pour Manson. Ça c'était moins bon. Là. Je les ai vus 2 fois dans un club, puis une fois comme au Centre Bell. Puis la fois au Centre Bell, c'était crissement pas mémorable. Mais les 2 fois que je les ai vus au Metropolis, c'était incroyable avec. Peace! Bon matin, 7h dimanche matin, debout à 4h30, usual. Les petits cocos, ils prennent leur temps parce que les petits cocos, ils ont chaud, les petits cocos. Fait que je vais faire ma chronique. Fait que mon 2e album, qui est un 10 sur 10, 10 ans plus tard que Raining Blood, 96, un autre grand frère. Fait qu'à ce moment-là, c'est ça. Moi, j'ai découvert à peu près 2 ans plus tard, j'avais comme 13-14 ans. Fucking Non So Vile de Cryptopsy. What the fuck? Évidemment, le Death a beaucoup évolué en 10 ans. Puis, j'écoutais même pas de Death. J'écoutais juste du trash encore, puis du new metal. 99, j'ai découvert à peu près 13 ans. Écoute, mon chum m'amène ça sur un CD gravé, je mets ça dans mes oreilles. What the fuck is going on? J'ai rien compris. Je sais pas si j'aimais ça, mais j'étais fucking fasciné. Genre, j'ignorais qu'une telle brutalité pouvait exister. J'ignorais qu'une telle brutalité avait été mise sur galette. C'est quelque chose que je réécoutais, puis j'essayais de comprendre, puis je me pluguais à la guitare, puis je suivais quelques petits riffs ici et là. J'essayais de voir ces cassés qu'il faisait. Écoute, ça a dû prendre au moins 20 ans avant que j'aille plus absorber l'album, que je connais pas mal par cœur aujourd'hui, en voulant dire... il n'y a plus aucun riff qui me surprend, en voulant dire que j'ai tellement écouté. Mais c'est évidemment... c'est le début du tech debt, quote-unquote, pour bien du monde. John Levasseur à la guitare sur une Fender. Et dans le temps, les guitares métal en 96, il y en avait, mais je veux dire, c'était pas la grosse affaire, en voulant dire. Je pense que moi, je faisais partie de ce crew-là aussi, qui avait des guitares rock puis blues, puis qu'on faisait juste les détourner, parce que c'est ça qu'on avait. Puis je me souviens, j'écoutais des vidéos genre en 240p sur YouTube de l'enregistrement où il y avait des vidéos de Cryptopsy qui jammaient, genre, puis asti, j'en revenais pas, ils pouvaient jouer ça même live. En même temps, ils pouvaient jouer ça dans un local, c'était pas juste comme un projet studio. C'était quelque chose qui était capable de transmettre l'énergie à 11. Ça m'a pris aussi beaucoup de temps avant d'apprécier Lord Worm,
comme mon chanteur préféré de Cryptopsy. Pendant un bout, j'aimais mieux Mike DiSalvo parce qu'il était plus accessible, comme tandis que Lord, c'est gros chien Japon qui suit même pas les syllabes. Je sais que ça en trigger encore beaucoup. Mais avec le temps, j'ai appris à aimer ce charme-là. Écoutez, c'est un autre classique de chez Classique. Je veux dire, si vous connaissez pas, lâchez tout, allez écouter ça. C'est 8 tonnes de extrémité incroyable. T'as de la misère à comprendre que c'est sur 196 quand t'écoutes ça. Ça slappe au bout de la bass, t'entends la bass qui slap and pop. Moi, j'étais un gros fan du son Power Trio. J'étais un gros fan de quand t'entends la bass. Autant que j'aime les dual guitars, je sais que c'est difficile à mixer quand t'as dual guitars plus bass. Normalement, il faut que tu fasses un compromis. Eux autres, c'est vraiment le son git bass. Puis le drum sec, là, d'une séchitude, là, clac, 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 clac. Mais ça sonne bien, tu sais, c'est comme... Ça a vraiment jamais été répété, ce son-là. C'est comme... C'est weird, parce que tu t'imaginerais qu'il y a du monde qui essaye de copier dans le sauveur, mais... C'est crissement unique, ça a du jazz dedans, des petits synths de jazz, ça a du néoclassique, des gammes néoclassiques là-dedans qui sortent de nulle part. Tout mélangé comme une jambalaya du temps. Fait que, number 2, Non-Sauveur, 10 sur 10, Cryptopsy, Montréal, Québec, Canada, Flo Mounier, Chris, toute la gang. Rock'n'roll. This is for the kids that win the winter turn! On a fait de l'effort! Hein? Si je vous dis ça, ça vous fait penser à quoi? Hatebreed, motherfuckers! Persévérance 2012. J'ai la face un peu brûlée. Pas de problème. Ça vient avec le chèque de paye. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, je vais vous parler de Hatebreed, Persévérance 2002. La première fois que j'ai entendu Hatebreed, c'était sur le même CD gravé qu'il y avait Cryptopsy. Puis, tu sais, c'était comme dans le temps avec, tu pouvais genre mettre 80 minutes. Fait que genre, j'avais comme 2 CD de Cryptopsy. Puis les dernières tunes, c'était des tunes random. Puis il y avait Last Breath de Hatebreed. Je trouvais ça cool, mais c'était pas assez comme pour accrocher. Mais, quand je les ai vus en première partie de Slayer, comme je vous disais, comme en 2000-2001, là, j'ai vraiment pogné de quoi. Pourquoi? Parce que il y a une partie de mon amour pour le métal qui était avec le new metal. J'aimais la groove, qu'est-ce que je vous dise. On écoutait du rap même dans ce temps-là. Fait que c'était comme le premier band que j'entendais qui avait du groove, mais tu sais, qui était comme, à mes yeux, legit metal. Puis à ce moment-là, je savais pas que c'était hardcore, là. Il y avait pas de... On classifiait pas encore les genres comme aujourd'hui. Mais pour moi, c'était juste du métal. C'était juste un band de métal, Hatebreed. Puis j'ai vraiment accroché sur le riffing simplet, mais efficace. Puis moi, Jamie Jasta, ses vocales, je les ai toujours super bien aimés. Puis, ben, Persévérance 2002, c'est mon go-to hardcore album. C'est mon go-to Hatebreed album. Puis c'est ça, tu sais, j'écoute pas vraiment d'hardcore, mais si je pourrais en écouter, maintenant, avec le temps, je sais que Hatebreed, c'est hardcore, je vais écouter des Hatebreed. Puis j'en ai en masse pour mon argent. J'ai pas besoin de plus dans ma vie que Hatebreed, genre, quand il vient d'hardcore. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais c'est une sorte d'hardcore. Oui, je comprends que c'est une sorte d'hardcore, mais pour moi, c'est en masse. Il y en a qui diraient metalized hardcore. Whatever. Sur cet album-là, man, t'as tous les bangers. I Will Be Heard, Prayer, Baton, Proven. C'est l'album Quit Essential pour moi de Hatebreed. Puis, une petite anecdote, je savais pas que c'était... Je pensais que c'était comme underground américain. Je pensais pas que ça avait fait le tour de la Terre. Jusqu'à temps que, quand j'habitais en Malaisie, entre 2011 et 2013, je pense en 2011, c'est ça, un peu comme Félix, je cherchais les shows de métal, puis il y avait un nouveau venue, c'était dans un centre d'achat, genre récemment ouvert. Ça sentait encore le plywood, puis
le J-Brock, aussi. Genre de venue, pas de bar, pas de service, à rien. Pas d'eau, pas de bouffe, zéro. Juste une salle neuve. Je sais même pas s'il y avait une sortie de secours là-dedans. C'est sketchy en tabarnak. Les shows étaient genre à 1h de l'après-midi jusqu'à 6h l'après-midi. Puis la Malaisie, c'est un pays musulman. Fait que toutes les femmes qui étaient là, il y avait ce qu'on appelle le tudong. Donc c'est pas un voile. En Malaisie, c'est pas le voile qui fait toute la face. C'est comme les cheveux à partir du front. Mais bref, juste pour dire, il faut mettre un setting. J'étais dans ce setting-là que c'était des bands comme metalcore de la place, puis une couple de bands de métal. Mais dans ce temps-là, il y avait comme une petite scène metalcore en Malaisie. Puis moi, je voulais juste aller voir de la musique qui varge, genre des Asiatiques musulmans. Genre voir comment que ça sonnait, puis j'ai crissement eu du fun. Puis, à la fin, comme pour le encore, le band principal a fait I Will Be Heard de Hatebreed, puis que le monde a viré sur le top, man. Le stage s'est rempli, tout le monde est allé sur le stage, à body surfait, les femmes avec le tudong qui headbangaient, les Karate Kids. Puis j'ai vraiment pas une grosse émotion. Genre, je m'attendais crissement pas à vivre ça là-bas. Puis crissement pas sur une toune de Hatebreed, mais c'est juste pour vous dire que dans ma tête, Hatebreed, c'était comme mon petit band fétiche que j'écoutais depuis, mais à ce moment-là, peut-être, disons, 12 ans, 15 ans. Puis que finalement, c'était bien connu. Fait que ouais, pour moi, Hatebreed, c'est ça. C'est vraiment un 10 sur 10, cet album-là, Persévérance 2002. La groove, le riffing, les chants, les discos hardcore, c'est la musique de motivation, la musique de gym. Je suis jamais tanné de ça. J'écoute souvent Hatebreed. J'adore ça. Puis j'ai pas de comparatif. J'ai pas d'autres bands qui sonnent comme Hatebreed que j'écoute. S'il y en a, linkez-moi ça. Troisième album, 10 sur 10, 2002, Hatebreed, Perseverance. Bon matin, Big Philly, en direct de la forêt amazonienne. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon 4e album, qui est un 10 sur 10. Et j'ai nommé The Absence, The Enemy Unbound, du groupe The Absence, Melodet américain. Un de mes premiers 10 sur 10 dans la vie. J'ai commencé à accrocher plus sur le death metal vers les années 2010 parce que j'avais connu d'autres albums qui sont des 10 sur 10 pour moi, comme Slaughter of the Soul, évidemment, de At the Gates et la trilogie qu'on parle tout le temps de In Flames. Et puis j'en cherchais plus. Et puis j'habitais en Malaisie dans ce temps-là. Je pense que je devais être tout frais sorti du show du show local qui avait joué du Hatebreed. Puis je cherchais de la muse. Puis sur YouTube, je suis tombé random là-dessus. C'est clairement mon entrée la plus obscure de cette phase-ci pour les albums. Pas tant obscur non plus, il y a quand même bien du monde qui connaissent At the Gates, mais c'est un groupe vraiment sous-estimé, je trouve, pour la qualité des albums qu'ils ont donné. Le problème, c'est que leurs premiers sont beaucoup supérieurs à leurs 2 derniers, malheureusement. Puis ils ont comme un peu tombé dans l'oubli. Mais ils ont 2 albums, Riders of the Plague, qui est sorti quelques années après The Enemy Unbound. The Enemy Unbound, on parle de 2011, si je ne m'abuse. Et puis, écoute, c'est de la perfection du Melodet. C'est badass. C'est le parfait mix entre badass et cheesy, parce que du Melodet, c'est cheesy. Tu sais, t'as des guitares en harmonie à la Iron Maiden, ça vient de là, tu sais. Mais les vocales sont crissement brutales, le drum est fucking on point, les solos sont délicieux. Tout est sa coche.
été sa coche sur cet album-là. Je l'ai écouté, je l'ai tellement spiné, puis je l'écoute encore tellement souvent. C'est la perfection mélodette. C'est pas mal pour moi le segue entre... un esti de segue entre les albums des années fin 90 de In Flames jusqu'à temps que j'entende Black Dahlia Murder une couple d'années plus tard. J'ai rien entre qui me faisait vraiment triper. Puis c'était une longue période que j'avais pas trouvé de nouveau métal à écouter. Parce que quand le new metal a commencé à fade out, on parle à la fin de mon secondaire, vers 2003, on commençait déjà à faire le tour pas mal. Là, il y a un chier de band metalcore qui sont sortis. Puis pour ceux comme moi qui n'étaient pas encore tombés dans le death metal, il restait plus grand-chose à nous mettre sous la dent. Et puis, c'est tombé juste à point d'un bout que j'écoutais un peu de Cannibal Corpse, mais vraiment en touriste, tu sais, je creusais pas deep dans les albums, je regardais pas les nouveaux releases, je me tenais même pas avec du monde qui écoutait du death. Fait que je trouvais pas grand-chose de nouveau. En même temps, j'étais en Malaisie dans ma nouvelle carrière, fait que j'avais moins de temps. Mais ça me prenait ce fixe-là, puis ils me l'ont donné à un temps que j'avais beaucoup de besoin. C'est un album que je recommande énormément. Si moindrement vous êtes fan de Melodeath, allez écouter ça, vous allez capoter. Le riffing est extraordinaire, ça sonne super bien, ça sonne la coche. C'est de toute beauté. Puis depuis ce temps-là, à mesure que je rentrais plus dans les communautés d'aide, je me suis dit, Chris, c'est sûr, je vais trouver du monde qui tripe sur The Absence, mais c'est quand même rare. Je peux comme compter sur mes doigts le nombre de personnes qui apprécient The Absence au même niveau que moi. Malheureusement, je les ai jamais vus live. Je sais qu'ils étaient en tour, je pense avec Jungle Rot une couple d'années. J'ai pas vu ce tour-là. Mais chapeau, man, The Absence, un de mes albums préférés de métal de tous les temps. The Enemy Unbound. Melodeath américain. Peace. Rock and roll. Peace and love. Bon matin. Je tenais à faire ça à la noirceur parce que mon dernier album pour aujourd'hui de ces albums sont des 10 sur 10. C'est Everblack, The Black Dahlia Murder. Fait que si on continue mon histoire de métallero, et dans les années 2010, j'écoutais surtout du Melodeath, quelques exceptions comme Cryptopsy, Cannibal Corpse, Meshuggah, mais sinon j'avais pas encore plongé. Je m'étais pas complètement submergé de death metal. Et puis à la fin 2017, j'ai un de mes chats qui a failli crever. J'étais en tabarnak, je cherchais de la musique d'enragé. Fait que j'ai commencé par checker les bands que l'émission de M. Sam Dunn sur YouTube proposait dans Locked Horns quand il faisait il travaillait son arbre généalogique du métal. Et puis Black Dahlia Murder, évidemment, je connaissais le nom depuis longtemps, j'avais jamais vraiment donné une chance. Et puis j'ai donné une chance, puis j'ai fucking trippé. Et puis j'ai tout écouté leur discographie, puis quand je suis tombé sur Everblack, je me suis dit what the fuck, ça c'est sûr, c'est leur opus, leur magnum opus. Et depuis 5-6 ans, je l'écoute en tabarnak, cet album-là. Évidemment, j'ai appris à connaître toutes la discographie du groupe. Puis là-dessus, il y a des classiques, évidemment, God of Departure, ainsi que ma tune préférée, Raped in Hatred. Ça s'appelle quoi Raped in Hatred by Vines of Thorns. Évidemment, Rest in Peace, Trevor. Avec les années que j'ai découvert le death metal, je crois qu'il est sans équivoque mon lyriciste préféré. Je pense que c'est pas une surprise. Je pense qu'il est dans les top pour bien du monde. Il est juste allé autre niveau dans son écriture. Il s'est toujours vraiment donné la peine d'écrire de quoi
vraiment dark, mais de le fun en même temps. La vraie littérature, pas juste genre My nuts are rotten, I'm gonna eat your fucking stomach for breakfast. C'est... Ouais, il disait ça, mais de manière plus elevated, quoi. Et puis, non, c'est ça, en plus, le line-up de feu sur cet album-là, avec Ryan Knight, qui est littéralement un de mes guitaristes métal préférés. Shout-out à Brandon Ellis, qui est également un de mes guitaristes métal préférés. C'est pour ça que c'est incroyable que Black Diameter s'en va en tour avec Brian Ashback, le seul membre original qui reste au vocal. Je vais aller voir Edmonton le 22 mai et quelques jours plus tard au Milwaukee Metal Fest, ça va être débile mental. Les deux guitaristes, deux de mes guitaristes préférés ensemble sur le même stage. Mais on est ici pour parler de Everblack. Fait que ouais, les solos de Ryan Knight là-dessus sont fucking impeccables. C'est des bijoux, c'est des joyaux. C'est comme ça qu'un solo de métal devrait être écrit. Puis pourquoi est-ce que la musique de Black Dahlia est propice au solo? Parce que il y a bien des changements d'accords, il y a beaucoup d'harmoniques, il y a beaucoup de mouvements harmoniques, il y a beaucoup d'éléments pour supporter, pour élever le solo en arrière. C'est pas juste un riff de 4 notes qui répète, c'est du gros Castlevania shit, fait que c'est propice à shooter beaucoup de couleurs au niveau des solos. Et puis sinon, Alan Cassidy au drum, un de mes meilleurs drummers death metal. Écoute, c'est un dream team, Black Diameter, c'est un super group en soi. Ces gars-là, en plus, c'est des amours, tout le monde le sait. Ils ont fait des DVD, tu vois comment ont toujours été humbles. Depuis qu'ils se sont fait tirer sur Metal Blade, ils ont toujours resté des petits gars du Midwest qui aiment ça tourer, faire des conneries. C'est dans mes top groupes death ever, for sure. Je dirais top 3, dans le top 3 facilement. Je mettrais Cannibal Corpse, Black Dahlia là-dedans. Après ça, faudrait que je me creuse les méninges. Mais Everblack, 10 tunes incroyables, une coupe de samples, une coupe de dark et de synth ici et là, bien choisie, pas overpower. C'est une tune après l'autre. C'est comme, pour moi, c'est le Raining Blood du death metal, cet album-là. Puis malgré qu'ils sont classés Melodette, ils sont vraiment à part dans leur Melodette. C'est pas du Melodette. Parce que du Melodette, souvent, c'est cheesy, puis c'est correct. Moi, j'aime ça le cheese. Mais je veux dire, eux, c'est pas cheesy. C'est du Melodette agressif, Melodette américain, qui sont pas mal dans les seuls à faire. Puis ils ont vraiment exploité l'agressivité, je dirais, quasiment qui vient quasiment black metal avec les shrieks que Trevor fait. Mais côté riff et progression de l'accord, ils ont toujours été vraiment poussés. Néoclassique, quasiment comme approche. C'est très diatonique, mais ils trouvent une manière de faire ça. C'est comme une trame sonore de jeu vidéo d'horreur, whatever. C'est tellement bien fait leur musique. Tous leurs albums sont incroyables. Selon moi, le préféré, le meilleur, c'est Everblack. 10 sur 10, fucking Black Dahlia Murder, mes amis. Et puis j'ai d'autres albums qui sont sûrement des 10 sur 10, mais voici mes 5 pour cette première vague. Et je n'amène le gros Simon Abouchard pour nous présenter ces 5 albums de cross, black punk, motherfucking hardcore shit. Shout out à Simon. Peace, Minders, Pouilleux, Pouilleuse, Dog Goreux, Goreuse, Trippers d'horreur. Toute la gang, you know what it is, coalition motherfuckers, one love.